à la même hauteur que vous. Voilà. Bonjour mes amis, encore à nouveau ensemble pour un nouveau live du sommet de la conscience. Cette fois-ci, je suis avec Jacques Ferber, un grand ami du sommet de la conscience. Il est avec nous depuis le début du sommet. Et Patricia Monteau, une nouvelle recrue du sommet de la conscience. On va être ensemble pendant plus ou moins 45 minutes, 50 minutes. Je vais, Patricia et Jacques, vérifier si nous sommes en ligne, parce que peut-être je parle tout seul pour personne. Vérifier que ça se passe bien. Et après, tout de suite, on commence. Voilà, c'est là, Patricia. Voilà, c'est le moment de partager. Ah, voilà, là, ça commence à arriver. Il y a déjà 38 personnes qui arrivent. Ok, je vais profiter pour partager avec... Voilà, 48, 53, les gens commencent à arriver. Une seconde, j'ai besoin de partager dans un groupe, le groupe de la Super Radiance. Et tout de suite, on commence. Très bien. Ouais, les gens commencent à arriver. Alors, j'aimerais vous demander, vous qui commencez à vous connecter, de nous aider à faire plus grand, à faire plus viral, entre guillemets, cet échange en cliquant sur j'aime, sur j'adore, sur ce que vous voulez, et ça va faire que plus de personnes arriveront à voir cet échange. Alors, Patricia et Jacques, j'aimerais vous demander déjà comment vivez-vous ce moment unique que nous sommes en train de vivre tous en ce moment? Nous en parlons. Patricia, tu peux commencer, oui. Juste maintenant, c'est qu'on a rêvé d'avoir du temps et nous l'avons, ce temps. Et que c'est comme si la vie nous offrait, à travers cette maladie, une grande retraite collective pour que nous prenions le temps de nous arrêter sur nous-mêmes. Et moi, je le vis comme une opportunité d'encore plus de vie intérieure, encore plus de recherche. Et Jacques ? Pour ma part, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai du temps, je voulais avoir du temps, j'en ai. Donc personnellement, ça se passe bien, la maison est bien, il y a même un petit jardin, donc c'est agréable. Et par contre, ça me fait évidemment, et on va en discuter, je crois que c'est surtout la réflexion sur ce qui est en train de se passer qui est fascinant et qui, au-delà de notre cas personnel, de mon cas personnel, me touche dans toutes les transformations sociales qui sont en train de se mettre en place, et évidemment de tout ce que ça vient aussi impliquer dans notre vie interactionnelle, notre vie relationnelle des uns et des autres. Et je crois que c'est vraiment c'est un événement majeur de transformation du 21e siècle. Et si ça continue comme ça est en train de se continuer, c'est-à-dire qu'il y en a quand même certainement pour, on va dire, un mois, avant de pouvoir sortir les uns après les autres, enfin comment ça se passer, c'est qu'on sera transformé, on sera changé, l'économie va être changée, tout le monde va être changé. Et donc, il s'agit maintenant d'en faire quelque chose. Et je crois que le sommet de la conscience est là pour ça. C'est pour transmettre cette opportunité qu'il y a dans ce changement, dans cette transformation. Merci, Jacques. Alors, il y a quelqu'un qui dit, je suis désolée, mes chers auditeurs, mais je ne vois pas les noms des personnes qui font des commentaires. Quelqu'un qui dit, merci Patricia Monteau, quelle prémonition, que ton partage, je ne sais pas quand tu as enregistré ta conférence, mais waouh. Oui, c'est vrai que cette conférence, elle a été enregistrée au mois de novembre, mais nous n'avons pas attendu la crise collective pour déjà se remettre en question et se poser sur, mon Dieu, où en est l'homme et la terre, c'est-à-dire où en est aujourd'hui la terre hurle de tous les côtés. Ce virus, cette pandémie n'est qu'un cri de la terre supplémentaire
par rapport à la surpopulation, par rapport à notre surconsommation, par rapport aux migrants. Il y a beaucoup de points rouges qui s'allument de partout pour que l'homme s'arrête et se pose sur, mon Dieu, quel est le nouvel homme qui doit naître, et que l'homme de guerre, l'homme qui prend pour lui-même, qui surconsomme au détriment de ceux qui n'ont rien, qui n'ont même pas le minimum, eh bien, cette pandémie, elle nous arrête pour que nous nous remettions tous en question. Tout à fait. Alors, on va avoir ces réponses. Aurons-nous des réponses collectives qui vont, comme dit Jacques, modifier la politique, modifier l'économie, modifier notre foi, pour que ce soit le meilleur de l'homme qui naisse? Yo m'entends, Jacques, j'ai l'impression qu'on ressentait tout ça, en fait. Et on savait que quelque chose allait se passer, on ne savait pas comment, mais je crois qu'on avait tous, surtout les gens sensibles, on avait ce sentiment que quelque chose allait se passer. On le disait, les économistes disaient qu'il allait y avoir une crise financière en 2020. Oui, il y a eu une crise financière, mais pas que. Et je crois qu'à l'intérieur, on sentait que de toute façon, quelque chose allait péter. Et moi, je trouve que la Terre, elle est vachement sympa. Parce que si on avait continué comme ça pendant un siècle, enfin pendant même 30 ans, 40 ans, la rupture serait un choc avec des conflits entre les humains. Et je trouve que la Terre, Gaïa, a trouvé une solution qui est de nous envoyer ce qu'elle sait bien faire, c'est-à-dire une vie. Parce que le virus, c'est du proto-vivant. C'est vivant, mais ça a besoin du vivant. Donc, c'est quelque chose qui vient dans le vivant, qui va toucher une réorganisation. On voit que ça touche quand même plus les personnes anciennes, les personnes plus âgées. Ça veut donc dire qu'elle dit, mais je ne vous touche pas aux enfants. Je ne touche pas à l'endroit où ça serait le cœur, le nerf de la nouvelle génération. Et bon, bah oui, les personnes âgées à partir de 70 ans, bon, bah oui, mais c'est moins grave, quoi. Elle dit, je vais vous toucher à un endroit qui n'est pas très grave. Il y aura des morts. Ouais, il y a des morts, il y a des tas de trucs, mais c'est beaucoup moins que s'il y avait une guerre. Beaucoup moins que s'il y avait une guerre. Et donc, je trouve qu'elle nous protège d'une certaine manière sur peut-être ce qu'on aurait pu avoir pour nous appeler vraiment à transformer. Et la Terre a obtenu pour elle des choses que depuis des siècles, enfin pas des siècles, depuis des décennies, les gouvernements essayent de mettre en place. Il n'y a rien de marche. Et en très peu de temps, il y a comment dirais-je, il y a les phénomènes d'effet de serre, les phénomènes de pollution, etc. Tout s'améliore. Tout s'améliore, j'allais dire par enchantement, tout simplement parce qu'elle a envoyé quelque chose pour dire, voilà, là, moi, c'est trop, là ça va pas, là c'est trop. Donc, je trouve que c'est très fin, ce qui nous est bienveillant, en fait, comme bienveillant. C'est bienveillant. Ouais. Il y a des morts, attention. C'est regrettable aussi. Voilà, il y a des gens pour qui il y a beaucoup de souffrance, mais sur le plan collectif, ça aurait pu être bien pire si on continuait et que tout d'un coup, on rentre dans une rupture où tout d'un coup, il y a eu des séries là-dessus avec un effondrement de la civilisation. Et là, au lieu que ce soit un effondrement, c'est une transformation qui est en train de se faire. Et moi, je dois dire bravo à la Terre de nous amener à cette prise de conscience. Oui, je le dis, même pas Hollywood avait pensé à un truc comme ça, tu vois. C'est d'une intelligence incroyable. En tout cas, c'est une crise comme nous avons notre propre crise personnelle autour de la quarantaine, où on se pose des questions essentielles qui sont, mais à quoi sert ma vie, quoi? C'est quoi ma place sur cette terre? Et il y a un virage dans la crise de la quarantaine où on renouvelle toute notre vie en changeant de mari, en changeant de maison, en changeant de travail, parce qu'on a besoin d'autre chose, ou on renouvelle sa vie au-dedans en apprenant à bien vivre avec soi-même, alors on vivra bien avec tous les autres autour, quoi. Cette crise de la quarantaine collective, finalement, attend un autre homme. Ouais. Un homme responsable de la terre, responsable de lui-même, un homme aimant de lui-même, un homme miséricordieux, quoi. Alors il saura avoir le même amour pour la terre quand il l'aura appris sur lui. C'est de mettre à l'ordre du jour tous les chemins
spirituel, tous les chemins de développement personnel, quels qu'ils soient, parce que c'est par là que l'homme va apprendre sa propre transformation, alors il pourra aider la Terre, pas avant. Y es qu'il y a peut-être une image, un symbole entre la quarantaine, la crise de la quarantaine et la quarantaine que nous vivons. Oui. Hein? Exactement. Le mot 40 est très utilisé un peu dans toutes les civilisations, dans toutes les spiritualités pour dire un long temps. Il y a Moïse hein, et le peuple hébreu qui tourne pendant 40 années dans le désert. Il y a l'idée de la quarantaine. Pourquoi il disait 40 jours parce que c'est beaucoup. Et on l'utilise aussi dans les transformations personnelles en disant… Il y a Jésus dans le désert aussi qui passe 40 jours. Hein? Exactement. C'est-à-dire qu'en général, au bout de 40 jours, il s'est passé des choses et les transformations, enfin les changements commencent à s'installer. Donc, on n'est pas en 40 jours, nos habitudes peuvent changer. Si on reste que 15 jours, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il faut 40 jours. On a besoin de ces 40 jours. On espère ne pas avoir 40 ans comme le peuple hébreu. Oui, merci. Alors, je vous rappelle que depuis ce matin, les conférences de Jacques Ferber, les 4 visages de l'amour et du désir, Eros, Philia, Aphrodisia et Agapé, de l'élan amoureux à la connexion divine et celle de Patricia Monteau, dialoguer avec notre ange, une expérience naturelle et actuelle pour tous. Désolée, c'est tout petit, je n'arrive pas bien à lire. Sont disponibles complètement et gratuitement, comme dans le sommet de la conscience, pendant 48 heures. Il y a aussi la conférence de David et Mathilde et Olia, qui devaient être ici ce soir avec nous, mais qui seront avec nous samedi. L'incroyable pouvoir guérisseur de la voix. Alors, Patricia, ta conférence, Dialogue avec l'ange, vient du dialogue avec l'ange de Gita Mala. Et justement, Gita, si mes souvenirs sont bons, elle commence à avoir cette connexion avec l'ange dans une période aussi de crise. Oui, je crois que si on regarde comment c'est passé pour eux, souvent ce livre est mal compris, Dialogue avec l'ange, parce que on imagine retomber dessus tranquillement sans qu'ils ne fassent rien, automatiquement des voix qui leur ont parlé. Mais si on observe ce qui s'est passé, c'était un temps de guerre. Comme maintenant, on est en temps de crise. C'est la Deuxième Guerre mondiale, pardon? C'était la Deuxième Guerre, oui, en Hongrie, avec la déportation des Juifs. Il y avait 4 amis, 3 Juifs et une catholique non pratiquante. Et là, ils sont devant cette horreur de la guerre, comme nous sommes devant l'horreur aujourd'hui de tous ces morts et de cette maladie qui se répand. Et ce qu'ils ont fait d'incroyable, c'est qu'au lieu d'accuser le monde, ils se sont remis en question eux-mêmes et ont cherché à quel endroit eux-mêmes leur petite guerre avait entraîné la grande guerre. Ou est-ce que même avaient fait des erreurs dans leur vie pour que ça aboutisse à une telle erreur humaine, quoi, de guerre. Et là, cette recherche qui nous est offerte dans ce temps de retraite aujourd'hui, ce questionnement sur notre propre vie, sur la justesse plus ou moins bien cernée de notre existence, eh bien, quand ils sont arrivés à ce questionnement, ce n'est plus leur intelligence qui a répondu. C'est des paroles de vérité. Après, ils l'ont appelé ange, maître intérieur, chacun. Mais il y a en nous un meilleur de nous qui sait le juste, qui sait le vrai, qui sait à quoi on sert. Et donc, après, pendant 18 mois, ils vont poser des questions sur le mode d'emploi de l'homme, le mode d'emploi d'une vie humaine. À quoi ça sert? Qu'est-ce que l'on peut prétendre? On utilise 10% de nos possibilités en restant dans notre nature ordinaire. Allez, qu'est-ce qu'on peut? Quel est le sommet de l'homme, sa nature, on va dire, sa nature meilleure? Et comment y accéder? Merci. Alors, pour certaines personnes, si le mot Dieu dérange, vous mettez nature, univers, cosmos, ce que vous voulez. C'est OK, parce qu'il y a certaines personnes qui réagissent par rapport à ça. Mon époux appelle
Gita nous faisait trouver des définitions, parce que le mot ange, elle dit c'est un raccourci, le mot ange qui contient trop de religion encore. Et mon époux l'appelle une fonction biologique en voie d'apparition. Allez, et c'est une fonction biologique, comme la respiration. Un jour, ça sera naturel de vivre avec cette moitié de nous qui sait inspirer. C'est le plus simple, c'est allons-nous devenir des êtres inspirés ou des zombies accrochés à nos ordinateurs, n'ayant plus d'existence pour eux-mêmes? Donc, si le mot ange, Dieu, tout ça vous dérange, soyez créateur. Quel mot vous convient à vous et adoptez ce mot, ok? Alors, il y a quelqu'un qui dit que tout truc et tout ça, c'est l'utopie, que ce qu'il voit, c'est la laideur partout, que ça ressort de plus en plus et que ça se dégrade. Est-ce que tu as cette impression, toi? Il y a toujours les deux tendances. Il y a toujours les deux tendances. On parlait de la Deuxième Guerre mondiale. Si des consciences comme dans le dialogue avec l'ange peuvent sortir, c'est parce qu'il y a eu de la laideur aussi. Il y a une énorme laideur. Donc, au milieu même d'une crise, au milieu même d'une catastrophe, il y a d'abord quelque chose qui est horrible. Et au milieu de tout ça, il y a une conscience qui apparaît. L'État juif a pu être construit aussi à partir de ce moment, à partir de cette horreur. Donc, il y a eu plein de choses qui peuvent s'ouvrir à partir du moment, justement, où on est dans un état de crise. Dans un état de crise, c'est pas très beau, tout ce qui se passe. Donc, il y a plein de choses. Il y a tout qui ressort, bien entendu. Il y a toutes les ombres de l'humanité et donc nos ombres intérieures. Et j'aimerais revenir justement au cheminement intérieur, c'est-à-dire que c'est facile de dire c'est le gouvernement, c'est les machins, c'est les uns les autres, et revenir exactement à ce que tu disais, Patricia, c'est de revenir à nous-mêmes. Et nous-mêmes, comment nous comportons-nous dans le privé, avec les personnes qui sont avec nous? Est-ce que nous sommes nous-mêmes dans ce cheminement-là d'ouverture avec l'autre, ou est-ce que nous attendons de l'autre d'abord qu'il soit bienveillant avec nous avant d'aller vers l'autre? C'est ça la tendance de dire « Ah, mais moi, j'irai pas parce que d'abord, il faudrait d'abord qu'il me le dise, qu'il demande pardon avant que j'y aille. » Mais non, si on fait dans ce sens-là, bien entendu, on construit encore plus de malheur. Donc oui, il y a de l'horreur dans le monde, oui. Mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une lumière qui brille. Et les gens sensibles, et du sommet de la conscience en particulier, voient cette lumière qui brille et ils savent que c'est en la nourrissant comme une petite flamme, tu vois, une toute petite flamme, on souffle dessus, elle s'écroule, mais on sait que ça peut devenir un feu, et ça peut chauffer, ça peut faire des brasiers, ça peut faire des tas de choses, mais il faut un petit peu le nourrir, et ce nourrissement, eh bien on le fait, je pense, les uns et les autres, à notre manière, les uns comme les autres, avec nos qualités, nos défauts, notre manière d'être. On n'est pas parfait, personne ne prétend qu'on est des prophètes, ni des êtres divins, et encore moins des anges. Donc, avec tout ça, on apporte quelque chose pour nourrir cette flamme de lumière que certains ont vue, mais un nombre qui me paraît suffisamment important, surtout alors, moi j'ai un peu la barbe, je suis un peu vieux, mais surtout chez les jeunes, où c'est beaucoup plus naturel et il y a beaucoup plus de capacité à prendre en charge cette nouvelle dimension. Voilà en tout cas c'est à la fois ma croyance, mais aussi mon espoir et mon cheminement en tout cas. Bah, tu sais, je demande dans ce que tu dis, ça me résonne parce que je demande à mes enfants qui sont là, comment vous sentez ça? Tu vois, je les sonde pour voir si tout ça normal, naturel, ils ne sont pas inquiets, il y a comme quelque chose qui trouve organique dans toute cette histoire, alors que nous, les adultes, nous sommes un petit peu plus inquiets. Oui, exactement. Les ados, là, j'en vois, ils travaillent à distance, ils s'adaptent très bien, ça leur pose pas de problème. À la limite, c'est beaucoup plus naturel. Tous ceux qui sont déjà un peu numériques, branchés digital, c'est naturel de passer dans une autre vision du monde. Moi, je vois à l'université, là, mes collègues, moi maintenant je suis à la retraite, mais je vois les collègues à l'université, et ben, il y avait tout un problème de commencer à faire des cours à distance. Ça s'est mis en place en quelques jours. Il n'y a pas eu de problème. C'est fait. Alors que sinon, depuis des années, on en parle. Là, ça s'est fait.
Donc, c'est un changement. Comme ça fait des années qu'on parlait sur les émissions carbone et on n'arrivait pas à se mettre. Comme ça fait des années qu'on parlait sur plein de choses et tout d'un coup, il y a des solutions. En tout cas, l'homme, Pardon, Patricia, il y a quelqu'un qui me demande si on va faire partie de la méditation mondiale du 4 avril. Oui, le samedi 4 avril à 18h, on va être ici avec David et Mathilda et Olien. On va faire un soin, une méditation, etc. Donc, comme à chaque fois, à 18h. Peut-être il va y avoir d'autres invités, mais pour l'instant, c'est ça qui est prévu. D'accord? Pour les gens qui demandent. Oui, Patricia, pardon. Oui. Tu voulais dire quelque chose? Ces rencontres avec la souffrance, avec la douleur, avec la mort, l'homme, il a le choix, soit de se lamenter, soit de se plaindre, de geindre et de descendre de plus en plus bas dans le bas de lui-même, dans le pire de lui-même, ou alors c'est une opportunité de se transformer, ou se lamenter, ou se transformer, ou chercher à être meilleur, puisque dans la souffrance, elle nous indique toujours qu'on est en train de s'égarer. Alors, est-ce qu'on va retrouver le juste chemin ou est-ce qu'on va encore plus s'égarer? Je vais changer radicalement de sujet. Allons-y. C'est par rapport à la conférence de Jacques. Et le couple est aussi au milieu de... Vraiment, ça fait partie des points importants de cette, je dirais pas crise, mais de ce moment important. Certains gens, pour la première fois, passent 24 heures sur 24 ensemble. Quel est ton regard par rapport à tout ce qui se passe au niveau du couple? C'est assez fascinant parce que j'avais l'impression que, enfin, quand je le faisais, c'était à la fois théorique, mais c'était aussi ce qui se passe dans le couple. Et là, je pense que c'est un laboratoire immédiat pour vivre la relation de couple pour ceux qui sont confinés ensemble. Donc, pour les couples qui sont confinés, soit seuls, soit avec des enfants, je dirais c'est un laboratoire immédiat de savoir comment pouvoir mettre en œuvre ce que l'on dit et ce que disent tous les intervenants du sommet de la conscience dans cette action de nous-mêmes vis-à-vis de l'autre. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que pour les personnes qui sont confinées, très souvent, ce qui se passe, c'est que comme il y a un rapprochement, eh bien, il y a souvent une baisse de désir sexuel qui va se créer dans les couples. Et donc, beaucoup de couples vont se poser des questions en disant, bon, on s'entend bien, on arrive à vivre, on regarde la télé, on regarde Facebook, on est bien, puis on est bien l'un contre l'autre, mais punaise, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de trucs, alors on aurait le temps pour. Alors évidemment, il y a plein de couples qui vont avoir plein de sexualité, mais là, je pourrais parler à ceux dans lesquels ils disent, mais c'est bizarre, il y en a moins. Eh bien, c'est tout à fait naturel que dans ces moments-là, dans un premier temps, du fait de la proximité, du fait de la fusion qui se crée, il y a une forme de régression dans notre être qui fait qu'on se pelotonne avec l'autre, et donc comme des petits chats, comme des enfants les uns contre les autres, et le type d'amour qui se met en place, ce n'est pas l'éros de la passion amoureuse, mais c'est plutôt la philia, c'est-à-dire quelque chose qui apporte de la tendresse, qui apporte de l'amour doux, hein. Et ne pas le négliger parce que c'est fondamental, c'est ça qui va faire que, on reste avec l'autre. Mais pour que ça se passe, il y a une condition, bon, j'en parle pas beaucoup dans ma conférence parce que c'était pas l'objet, mais c'est de ne pas reprocher quoi que ce soit à l'autre de tout le petit quotidien qui est en train de se passer. Parce que, bien évidemment, les conflits, la plupart des conflits dans les couples se passent dans la cuisine et la salle de bain, c'est-à-dire dans l'endroit du quotidien, se passent dans la chambre à coucher autour de la sexualité et se passent parfois autour des enfants en termes de mode d'éducation. Mais même les couples qui s'entendent, là, c'est des zones dangereuses, si j'ose dire. Et dans ces zones dangereuses, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'apporter de la bienveillance à l'autre, de l'ouverture et de l'humour. De l'humour. Vous voyez, le quotidien, c'est des tartines grillées, hein, de l'un de l'autre. Il y en a un qui fait les tartines grillées, il amène les deux tartines, et puis il y a l'autre qui est en train de tartiner, puis en fait, il bouffe les deux tartines. Ça, c'est mon truc. Ça. Je suis là en train de poser, puis je prends les deux tartines, je bouffe. Et tout d'un coup, ma compagne dit,
C'est mes tartines, là. Oh, voilà, et on en rigole, parce qu'elle en rigole, et moi je refais des tartines, etc. Et on en rigole, et c'est un endroit où on peut se retrouver. C'est dans l'ordre de la philia, c'est la tendresse, mais c'est la tendresse, elle peut s'ouvrir que s'il y a de la bienveillance. C'est-à-dire si on accepte que l'autre, il est un peu lourd, il est un peu ci, il est un peu là, mais qu'en fait, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de malveillance. Et l'important, c'est vraiment créer cette bienveillance d'abord, et ensuite, bon, il y a plein d'autres choses, mais on en parlera tout à l'heure, mais d'abord créer cette bienveillance et l'humour. Et si on parle, on dit que sur les réseaux sociaux, et on le voit tous, il y a plein d'humour, eh bien, l'humour aussi dans votre quotidien, c'est drôle, quoi. C'est des situations, on l'avait pas anticipé, personne l'avait anticipé. Eh bien, rions-en. C'est la grande force de l'être humain, hein. L'humour, c'est une des grandes qualités humaines. Les animaux, ils n'ont pas beaucoup d'humour, même les grands singes, on ne peut pas savoir. Il y a de temps en temps, ils ont 2, 3 trucs. Mais nous, on a une capacité d'humour absolument gigantesque. Donc, profitons-en pour prendre de la distance et s'amuser de notre situation, puisque de toute façon, on est là. Voilà. Tout à fait. Je vais te partager une anecdote personnelle, mais à mon avis, beaucoup de gens vont se retrouver dedans. C'est que, bon, je me suis dit, waouh, cool, on va être ensemble, mon compagnon et moi, on va avoir plus de temps, etc. Et j'ai commencé à remarquer qu'au bout de 5 jours, ça me paraissait beaucoup moins sympa que la première journée. Il y a eu des choses qui sont commencées à me déranger. Y c'est toute une journée que j'étais como extrêmement stimulée. Tout me dérangeait. On n'arrivait même pas aux tartines, tu vois. C'était des choses complètement banales qui me dérangeaient. Et là, je me suis arrêtée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, j'ai pris un moment pour moi d'aller voir qu'est-ce qui était touché à moi. Y ça s'est arrêté là. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose à voir avec soi-même, de ne pas le projeter vis-à-vis de l'autre, parce que c'est des situations, on vit des situations qui peuvent être stressantes et qui peuvent être tout vite fait projetées vers l'autre. Absolument. Ah, mais oui. Moi, je dirais qu'on a 3 rendez-vous dans le couple. On a le rendez-vous physique, sexuel, comme vous venez de le dire. On a le rendez-vous affectif et le rendez-vous spirituel. Le rendez-vous sexuel, physique, c'est peut-on profiter de ce temps pour aller renouveler sa sexualité aussi et aller devenir plus gastronome, et que tous les désirs que nous n'avons pas le temps d'aller explorer, est-ce qu'on va avoir le courage d'aller les vivre? Et ça, c'est le premier courage. Le deuxième rendez-vous, s'il est affectif, eh bien, c'est l'autre, il est le miroir de nos propres imperfections. Alors, passer toute la journée avec le miroir devant soi, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on a envie de le mettre à la poubelle, le miroir. Mais finalement, c'est nous que l'on voit à travers ce que l'autre nous renvoie. Alors, est-ce que ça peut multiplier notre route vers le meilleur de nous-mêmes, notre route d'amour pour nous-mêmes chaque fois qu'on a, l'autre nous renvoie notre reflet, quoi. Et puis, ce rendez-vous spirituel, c'est est-ce qu'on peut profiter de ce temps pour s'entraider l'un l'autre à aller développer ce pourquoi nous sommes faits, encourager l'autre vers ses qualités, vers des activités de solidarité, des activités à quoi je sers, quoi. Est-ce qu'on peut dialoguer ensemble pour trouver à quoi servent nos vies l'un l'autre? Alors, là, on a le temps. voilà, on a un temps, voilà, qui va multiplier les guerres, ou alors un temps qui va nous apprendre la route vers la paix, quoi. Pardon, tu peux finir. On a sans arrêt, les agacements vont se multiplier. On n'en est qu'au début. Si on reste encore un mois ensemble et dans des petits appartements, les agacements vont se multiplier. Et là, on est devant vraiment notre dignité d'homme. Est-ce qu'on a le choix, la guerre ou la paix? Je vais déterrer la hache de guerre et me venger sur tout ce qui passe? Ou est-ce que je vais sortir le calumet de la paix et prendre n'importe quel outil pour m'en sortir?
il existe tellement de... Moi, je passe mon temps à inventer des outils de paix. Et donc là, en ce moment, tous les jours, j'en invente un que je propose à toute mon association pour qu'au moins on ait une journée entière pour jouer avec soi. Des outils de paix, j'aime bien cette expression. Merci. Et Jacques, est-ce que on va passer du temps ensemble? Bon, on a vu en Chine que les divorces se sont multipliés aussi à la sortie de les demandes de divorce à la sortie du confinement, mais c'est un pourcentage. Mais est-ce qu'on peut aussi, en tant que couple, passer par différents stades pendant ce confinement? Oui, alors ce qui est important, c'est bien savoir que il y a deux choses qui se passent pour un couple. Il y a ce que je disais, c'est-à-dire les petites difficultés de la vie quotidienne, et puis j'ai envie de reparler de cet endroit qui est l'amour et l'amour désir, l'amour sexualité. Pourquoi? Parce que d'une manière générale, même sans confinement, les couples passent... Oups. Il y a Patricia qui est partie. Non, mais elle va revenir parce qu'elle a le lien, ne vous inquiétez pas. Je vois que vous appréciez ce que Patricia dit. Oui, donc, très naturellement, la plupart des couples passent par une phase qu'on appelle la phase lune de miel, la phase d'amour intense dans lequel l'autre est parfait, dans lequel l'autre a toutes les qualités, et comment c'est vraiment comme ça qu'on le rencontre, et c'est comment les autres ne voient-ils pas toutes les qualités de cette personne-là, alors que toutes les autres sont tout à fait moyennes et tout. Et en plus, cognitivement, dans notre cerveau, il y a tout un ensemble de mécanismes qui sont faits pour que l'autre soit vraiment la meilleure des choses possibles. Et puis un jour, ça va tomber. Et on n'y peut rien parce que c'est dû à des phénomènes hormonaux qui sont déjà programmés dans notre esprit. Donc, il va y avoir une baisse d'élan et de désir. Et c'est là que c'est important qu'il y ait cette deuxième phase dont je parlais tout à l'heure, la phase de la philia, qui va être le fait que le cœur, la tendresse, l'amour, la bienveillance vont devenir les bases fondamentales de la relation avec l'autre. Mais c'est pas pour autant que la sexualité va s'arrêter. C'est important à ce moment-là de passer à d'autres choses, et je dirais, Patricia n'est pas là, mais de passer aussi bien par le sexuel que le spirituel pour se retrouver dans cette rencontre et d'aligner le côté spirituel et le côté charnel au travers soit de jeux, c'est-à-dire de manière de se retrouver comme des enfants. Et moi j'aime beaucoup les enfants parce qu'ils disent on dirait que on serait. Alors on pourrait dire, ben, on dirait qu'on serait ceci, cela, on dirait que c'est la première fois dans notre vie qu'on se rencontre, et pof, on part dans un jeu, ou bien on peut aussi dans les jeux plus coquins, plus érotiques. Tout ça sont des jeux qui vont créer de la manière de se retrouver. Parce que sinon, si on ne se retrouve pas, eh bien, on s'éloigne mutuellement et on croit que c'est terminé, la vie est comme ça, et puis c'est pas avec l'autre, et puis on fait une croix dessus. Alors que non, c'est juste que notre système hormonal est passé à autre chose. Mais c'est toujours possible de le redéclencher, de revenir en remettant du jeu d'un côté ou du spirituel, comme le disait Patricia, c'est-à-dire quelque chose où on va se connecter à l'autre, à la lumière intérieure de l'autre. Et ça veut dire refaire des pratiques, mais des pratiques très simples, des pratiques de sensualité, des pratiques de toucher, des pratiques où on va se rencontrer de manière vraiment douce, 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 douce. Et ça va nous donner le moyen de se retrouver et de relancer quelque chose complètement, mais de manière naturelle, pas de manière artificielle, et sans être dans cet état dans lequel la plupart des couples sont, en disant le désir, c'est quelque chose qui est naturel, qui vient, on ne peut pas le procurer, c'est vrai qu'on ne procure pas le désir, mais on peut créer des conditions différentes qui va faire que, à ce moment-là, les parties en nous qui ont du mal à se reconnecter vont se reconnecter. Donc voilà un peu mon cheminement d'introduire ce que j'appelle aphrodisia, c'est-à-dire en fait tous ces jeux avec l'autre dans lequel on s'amuse, on s'excite plus ou moins, quelles que soient les formes. Et on peut jouer avec des formes différentes. Un jour, ça peut être l'homme, un autre jour, ça peut être la femme. Dans les couples homosexuels, c'est un partenaire et puis l'autre partenaire. Voilà, tout est ouvert, tout est possible. Et puis, aussi, se connecter au divin, parce que le jour où on se connecte au divin, on se rend compte qu'il n'y a jamais de lassitude avec le divin. Il nous emmène toujours à un endroit qui est toujours
c'est pas qu'il est parfait, mais il nous donne l'impression que, waouh! Et chaque fois qu'on s'y connecte, chaque fois qu'on ressent cette grâce divine, cette connexion, à ce moment-là, quelque chose se passe. Et si on le fait à deux, à ce moment-là, quelque chose se passe. Et donc, on tombe dans le grand pardon. Il n'y a plus aucune raison de se taper dessus. Il n'y a plus aucune raison de s'en vouloir parce qu'on connecte quelque chose de profond qui est notre lumière divine. Donc voilà pour moi, en tout cas, deux solutions. Je ne vais pas dire qu'elles sont faciles, mais deux solutions tout à fait abordables pour les couples qui sont confinés. Et en plus, ils ont du temps, donc ils peuvent explorer tout ça. Et en plus, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il y a aussi une dimension psychologique dans ces confinements. C'est le moment, par exemple, Stéphane et moi, tous les soirs, comment tu vis la journée d'aujourd'hui, est-ce que tu as peur, qu'est-ce qui, tu vois, il y a vraiment, je ne sais pas si tu le catégorises dans filia ou où on peut mettre ça, mais il y a vraiment toute une communication très intéressante qui s'enclenchait entre nous et je crois que ça peut être aussi fait pour beaucoup de couples. Alors, tout à fait. C'est l'idée de la bienveillance. On va dire que c'est dans Filia, de toute façon, qu'on va commencer à nourrir le couple, à le créer, à voir qu'est-ce qui se passe, à se poser des questions. C'est les personnes, comment dirais-je, se connectent par la parole, vont se découvrir mutuellement, mais au bout d'un moment, on se connaît. Donc, ce qui se passe, c'est... Mais attends, je ne parle pas de ça. En fait, dans le sens que on le fait en ce moment, c'est... Bon, on est tous les deux plus ou moins dans la confiance, assez dans la confiance, mais j'ai eu des moments, je crois qu'on va passer par plusieurs moments, parce que ça va être long, que j'ai eu des petites peurs, tu vois, il m'écoutait, il était juste avec moi, il me prenait la main. Je ne sais pas si ça, tu le mets encore dans Filia, mais il y avait une dimension de guérison qui à deux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Et la guérison, elle peut se faire, en fait, dans les trois. Eros, quand on l'a, il n'y a rien à faire, il y a juste à ouvrir les bras, ça nous prend, c'est merveilleux. Mais c'est juste de dire que l'amour ne se réduit pas à ça. Il y a les trois autres composantes. Dans Filia, ça va être justement la tendresse, se prendre par la main. On peut aussi simplement, voilà, se prendre dans les bras, ne rien faire. C'est important aussi la communication des corps. J'appelle ça la communication cellulaire, la communication des corps. Il y a simplement vous prendre dans les bras l'un de l'autre, sans rien faire, sans rien dire, sans rien bouger, juste rester là. Et pour l'homme, rester vraiment dans sa présence, et la femme qui vient bien se blottir contre l'homme, qui vient vraiment se mettre là. Et ça, il n'y a pas besoin de parler, on se reconnecte. Ça, c'est vraiment une belle reconnexion de Filia. Après, il y a ce dont tu parles, c'est-à-dire la connexion par l'échange de ce que l'on a vécu. Ça aussi, c'est du Filia. Et puis, il y a Aphrodisia qui va être plutôt les jeux. On va s'amuser comme des enfants. Alors, comme des enfants à faire des tas de jeux, reprendre les jeux de société, pourquoi pas, mais ou aller dans des jeux érotiques, sexuels, coquins, pourquoi pas, tout est OK. Et là, ce qui est important, par contre, pour aller là-dedans, c'est de voir l'endroit de nos hontes, ce qui nous gêne, ce qui nous empêche d'aller dans cette aphrodisia. C'est en général quelques peurs, mais beaucoup de honte. On a peur d'être pris comme c'est dégradant, c'est ceci, c'est cela. Beaucoup de choses sont là. Et c'est dommage parce que le jour où on traverse cette honte, et cette honte, la manière de la traverser, c'est d'en parler. Hein. Toujours la honte, c'est de dire, en fait, pour moi, c'est difficile parce que je ressens ça, ou je le juge comme ça, ou si on fait ça, moi, qu'est-ce que je crois que je vais devenir une. Bon. Donc ça, c'est tout ça, nos peurs et nos hontes. Et si on traverse ça, on se rend compte qu'en fait, tout devient simple, tout devient facile, comme des enfants. Mais oui. Et tu crois que quand il y a cette honte, à part de le parler, est-ce que il y a un dépassement à faire, d'essayer pour voir si effectivement c'est aussi dégradant qu'on le pense, ou respecter cette leçon pendant un certain temps et faire des petits pas, comment tu proposes ça?
Alors, mon grand truc, ce que je dis beaucoup dans les stages, et les gens qui viennent dans les stages savent que je n'arrête pas de parler de ça, j'appelle ça les franges du tapis. C'est assez connu hein, dans le milieu spirituel, il y en a d'autres qui le disent. Vous avez un tapis, c'est la zone de confort. Donc, tant qu'on reste dans cette zone de confort, rien ne se passe, mais rien ne change. Et puis, il y a à l'extérieur, loin du tapis, c'est un endroit qui est vraiment dangereux. Si on y va directement, on va se le prendre comme une claque. C'est trop fort, quoi. C'est violent. C'est violent, oui. Et donc, l'idée, c'est d'aller dans les franges du tapis. C'est pas complètement le tapis, mais c'est pas complètement l'extérieur. C'est cette zone intermédiaire. Et dans cette zone intermédiaire entre le tapis, disons, et les franges, là, dans cette zone-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va découvrir, on y va un peu, on y va doucement, on regarde qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qui nous convient pas. On sort un peu de sa zone de confort et on va pas non plus à un endroit trop difficile d'un premier coup, parce que sinon, bon, c'est trop dur. Et puis, très souvent, on se rend compte que finalement, les franges du tapis, bah, elles sont cool, c'est facile. Et donc, quand on est dans ces franges, au bout d'un moment, comme c'est facile, ça devient le tapis lui-même. C'est-à-dire qu'on a augmenté notre zone, notre taille de tapis. Et petit peu par petit peu, notre tapis s'étend. Et donc, c'est pas de se forcer. Parce que si on se force comme ça, on peut créer des traumas. Et après, c'est pas bon. Mais si on reste à ne rien faire, ben, on bouge pas non plus. Donc, c'est les franges du tapis qui vont constituer la zone d'avancée, la zone d'avancement, la zone qui va nous permettre de modifier, d'avancer, d'aller nous voir. Et ça, il faut avancer en conscience, en amour, c'est-à-dire en bienveillance. Et puis y aller quand même un peu, mettre un petit peu d'énergie. Voilà, c'est ça, c'est mettre un peu d'énergie en amour et en conscience. Merci, Jacques. Et ta conférence parle de 4 états et le dernier état, si je me rappelle bien, c'est Agapé, non? Agapé, voilà. Voilà. Et que c'est la connexion spirituelle. Comment mettre cette connexion spirituelle, surtout bon, pour les gens qui sont dans la spiritualité, dans le développement personnel, parce qu'il y a des gens qui disent spiritualité, c'est rien à voir avec la religion, hein, on ne parle pas du tout de ça. Cette spiritualité, que c'est la connexion profonde avec soi-même et avec l'autre, comment la mener aussi dans le couple? Alors, pour moi, si tu veux, l'endroit de Agapé, c'est voir la lumière divine chez l'autre, la lumière, l'aspect lumineux. C'est particulièrement, alors dans le couple, on va parler du couple avant, mais pour bien comprendre Agapé, c'est pas qu'on aime quelqu'un beaucoup, c'est qu'on l'aime au-delà de l'amour, si j'ose dire, tout simplement parce que c'est un être humain. Pour moi, les exemples merveilleux d'Agapé qui étaient naturels, c'est l'abbé Pierre, Mère Teresa, des gens comme ça, parce que justement, ils voient dans chaque être la lumière divine. Je pense par exemple aux prêtres qui sont en prison, qui peuvent voir la lumière divine chez chacun, même de quelqu'un qui est un criminel, qui a fait des tas de choses horribles. Pourquoi? Parce qu'il voit l'humain, il voit la lumière divine. Ok, le comportement n'est pas du tout acceptable, mais il y a quelque chose de profond. Donc cette lumière divine, on peut la voir chez tout le monde, chez nos amis évidemment, mais on peut le voir aussi chez nos ennemis. On peut encore se connecter à ça. Quand en plus, et là je reviens dans le couple, quand on connecte ça avec la personne qui est celle ou celui avec qui on partage sa vie, à ce moment-là, ça fait pow, parce qu'on voit le Dieu et la déesse. Et ça devient magique. Et comment faire? Alors, comment faire? Comment le rencontrer? Eh bien, dans le Tantra, il n'y a pas que le Tantra, mais le Tantra propose une chose très simple qui s'appelle le salut, le namasté. Hein, tu le connais bien, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre. Les gens du yoga le font aussi, ça vient de l'Inde. Le namasté, ça veut dire tout simplement je reconnais la lumière divine qui est en toi. Et si vous dites, je reconnais le divin qui est en toi, je reconnais le sacré, je reconnais la lumière qui est en toi, voilà, ou j'aime l'être que tu es, qui est en toi, et la profondeur, pas. Il y a des tas de trucs chez toi qui me font chier, d'accord, ok, c'est comme ça, c'est la vie. On est comme ça, c'est la vie. Mais au fond, je vois
que toi aussi, tu es comme moi, un être issu de cette lumière divine. Et ça, c'est énorme parce que quoi que tu fasses, tu es comme moi. Quoi que tu fasses, nous partageons ça, qui est cette incarnation d'être, tu sais, comme on dit, des êtres spirituels qui sont incarnés. Et puisque je m'en rends compte, je le dis, je te le dis, on se regarde dans les yeux et à ce moment-là, wow, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une connexion qui se passe qui n'est pas juste du désir, qui est pas, c'est autre chose, très particulier. Et là, il y a une sorte de pardon automatique, il y a une sorte de gratitude d'être avec l'autre, une sorte de, voilà, je dis connexion parce que je n'ai pas d'autre mot, mais d'interconnexion, de participer à quelque chose qui nous dépasse et d'un amour qui n'est pas conditionnel par définition. C'est pas qu'il est fort, c'est pas qu'il est grand, c'est qu'il est inconditionnel parce qu'il est là d'une simple reconnaissance de l'autre. Et ça vraiment, ça change quelque chose de profond et c'est très, très simple. Et moi, je l'ai pu le constater dans ma vie, parce que ça fait quand même un peu de temps que je fais du tantra. Et évidemment, comme tous les enseignants, je pratique pas tous les jours. Donc, des fois, on va se coucher, dans mes relations, je me suis couché, etc. Mais chaque fois qu'avant de se coucher, on a fait le namasté et on a créé cette bulle de connexion, eh bien, ça a été différent. Il s'est passé quelque chose. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a eu de la sexualité, ça ne veut pas dire normalement qu'on a fait des choses extraordinaires, mais la profondeur de connexion a toujours été là. C'est ça l'important à ce moment-là de l'agapé. Merci Jacques. Je suis désolée pour Patricia, la pauvre essaye de rentrer depuis un moment et je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Vous inquiétez pas, je vais réinviter Patricia à un moment donné parce qu'elle est vraiment très intéressante cette femme. Voilà, aujourd'hui il y a eu un petit détail technique, mais elle sera invitée. Vous continuez à suivre les lives du Sommet de la Conscience tous les jours à 18h, il y a un live et demain, après-demain, je ne sais pas quand, je pourrais réinviter Patricia, ok? Alors, on a plus de temps. Tu vois comment ça se passe vite, je te l'avais dit. Ah oui. Merci Jacques. Et je vous rappelle que la conférence de Jacques Ferber, les 4 visages de l'amour et du désir, Eros, Philias, Aphrodisia et Agapé, de l'élan amoureux à la connexion divine, est disponible depuis ce matin et elle va encore rester disponible jusqu'à, aujourd'hui c'est jeudi, Ouais. Vendredi jusqu'à samedi à 7h du matin, et que celle de Patricia Monteux, aussi très belle, dialoguer avec notre ange, une expérience naturelle et actuelle pour nous tous, est aussi disponible, comme celle de David et Mathilde, l'incroyable pouvoir guérisseur de la voix. Merci Jacques. Oui, Et tu veux dire quelque chose? poster des commentaires parce que moi j'y répondrai comme tous les autres du sommet de la conscience. On a du temps, donc on va répondre. N'hésitez pas à poster des commentaires sur toutes les conférences. Et je vais vraiment profiter pour dire, parce que les commentaires sont bienveillants, sont d'une profondeur, je suis touchée vraiment de la qualité des commentaires que nous avons, mais tous les ans, mais bon, cette année encore. Merci beaucoup. Hein. Merci. Il y a eu beaucoup de commentaires, j'ai vu des échanges très forts aussi aujourd'hui dans le chat. Il y a eu beaucoup de questions qu'on n'a pas pu répondre parce que bon, le temps, ça passe très vite. On fait notre mieux. Et je vous rappelle, parce qu'il y avait quelqu'un qui me posait la question par rapport à la méditation mondiale, ça va être le samedi, je crois que c'est le 4 avril à 18h. Il y a Mathilda et David et Olia qui seront là pour faire un soin avec la voix. Ça va être magnifique. Vous serez de toute façon, non, je vais le mettre sur la page, je crois que je l'ai déjà mis comme information sur la page, mais de toute façon, tous les soirs, il y a des lives à 18h. Demain, on va voir David Laroche, normalement, il m'a dit oui, et je n'ai pas toute la programmation, ça va se faire. De ce moment, je ne sais pas toi, Jack, mais je vis le moment présent. Je suis incapable de me projeter 24 heures. Je ne sais pas si tu vis la même chose. Si.
Si. Tous les plans. Les vacances, les je sais pas quoi, tout. Bon, ça viendra. Bon, je vous dis à demain et merci Jacques. Ah oui, dernière chose, j'ai oublié de vous dire, partagez. Partagez cet échange que nous avons eu avec Patricia et avec Jacques. C'est d'une telle qualité ce qui était dit aujourd'hui. Il y a tellement d'informations sur les réseaux sociaux angoissantes qui font peur, etc. Et des informations comme ça, je crois que nous avons besoin de les partager. Aidez-nous à le partager. Juste un clic, ça peut changer parfois la vie d'une personne. Combien de fois, j'imagine que ça t'arrive, Jacques, ouais. Une conférence qui change la vie d'une personne, mais vraiment. Je trouvais ça sur la page de je sais pas qui m'a mené, je vais vers autre chose et par au hasard, je suis arrivée là. Et voilà, vous pouvez être cet hasard qui change la vie d'une personne. Ouais. Je vous dis à très bientôt et merci Jacques. Au revoir, merci. Merci Anna, merci à tous.